Dans quelques instants, mon père, vous allez prendre l'avion. Vous êtes arrivé il y a plus d'un mois ici pour une escale et pour notre bonheur, il y a donc beaucoup plus d'un mois que vous êtes parmi nous. Vous avez appris à nous connaître, nous avons appris à vous aimer. Eh bien, avant de nous quitter, je voudrais que vous nous disiez ici toutes vos impressions libanaises. Donner toutes ces impressions sur un pays, c'est bien difficile, même lorsqu'on y a passé, non pas, comme vous le disiez, plus d'un mois, puisque sur ce mois, un mois et demi, depuis que j'étais venu pour la première fois, j'ai passé 3 semaines dans les Indes entre-temps. Mais cela fait à peu près 3 semaines que j'ai eu ce privilège de passer dans votre pays. Dire toutes les impressions que j'emporte en moi, c'est difficile. Je pense que d'abord, c'est superflu de dire combien votre pays m'est apparu dans sa beauté. Vous le savez, que votre pays est très beau, vous l'aimez pour cela, entre autres raisons. Et je crois que ce n'est pas tellement nécessaire qu'on vous dise cette beauté. Elle saute aux yeux, elle remplit l'âme. Mais j'ai appris pendant ces 3 semaines, plus encore, sûrement, je ne sais trop comment exprimer cela. Je voudrais pouvoir le dire, pour ainsi dire, les yeux dans les yeux et dans une conversation avec chacun de vous tous et peut-être d'une manière plus pressante en m'adressant à ceux qui sont jeunes, qui sont encore libres de ce qu'ils feront de leur vie, et aussi par rapport à ces jeunes, aux adultes déjà engagés dans toutes leurs responsabilités familiales ou professionnelles, mais qui cependant, à leurs responsabilités, doivent en ajouter une de plus, qui est cette responsabilité qu'ils ont du climat à créer pour que la jeunesse ne manque pas à sa tâche, à sa mission. Oui, ce que je voudrais dire d'essentiel, c'est que votre pays, qui est petit, apparemment matériellement par l'étendue de son territoire ou par le nombre de sa population, mais votre pays a comme un privilège qui est très grand, qui est très exigeant aussi, qui constitue au fond la source de vos épreuves, des crises que vous avez vécues et qui ne sont certes pas achevées, mais qui aussi est la raison d'être de votre pays et peut donner à sa jeunesse une joie merveilleuse si elle prend vraiment conscience de la mission qui est la sienne. Quelle mission! Mais au fond, une mission qui dépasse de beaucoup simplement la défense de l'avenir de la nation et de l'intérêt, le meilleur de chacun de ses membres. Une mission qui a ses répercussions d'une certaine manière pour l'humanité tout entière dans ce temps. Vous êtes un pays complexe, constitué par l'accumulation des événements historiques, le croisement des civilisations les plus nombreuses depuis toujours. Vous êtes un pays composé de communautés puissantes, chacune les unes par rapport aux autres, fortement caractérisées, ayant leur richesse de toutes sortes, intellectuelles, spirituelles, de tradition. Et le pays, il est le résultat de la coexistence de ces communautés, mais il est aujourd'hui devant une épreuve décisive, l'épreuve de savoir si ce pays sera capable de passer, pourrait-on dire, de la coexistence à la coopération. Si c'est seulement la coexistence qui cherche à être maintenue, en fait,
le pays a bien des probabilités de ne pas survivre. Il ne survivra pas simplement par une cohabitation de ces communautés sans des passions qui leur deviennent communes, qui leur soient véritablement communes, car on ne vit pas, si l'on est véritablement vivant, on ne vit pas sans passion. Et ces passions, dans un monde qui est lui-même déchiré de passions divergentes, ces passions déchireront la réalité du Liban et feront disparaître son existence avec son unité si on ne trouve pas dans la jeunesse de ce pays des passions communes qui fassent que les jeunes de toutes ces communautés coopèrent ensemble et non pas simplement se supportent mutuellement. Et comment pouvoir coopérer? Mais il n'y a qu'une manière, et vous avez là aussi des chances très grandes. L'unique manière de coopérer véritablement, c'est de regarder au milieu de soi ceux qui souffrent. Au fond, ceux qui souffrent, quelle que soit la sorte de leur souffrance, ils sont ce qui doit, et peut-être la seule chose qui puisse élémentairement et profondément unir les humains, mobilisant passionnellement le meilleur du dedans d'eux-mêmes pour faire que ces frères qui souffrent d'une manière imméritée souffrent moins dans l'immédiat et que les causes qui font naître ces souffrances soient combattues et vaincues. Il y a là de quoi faire l'unanimité entre les éléments les plus généreux de la jeunesse de ces communautés. Il faut le vouloir. Vous avez, parce que le pays n'est pas très grand, la possibilité facilement de connaître les groupes qui souffrent parmi vous. Vous avez, car vous n'êtes pas un pays pauvre, vous avez des possibilités d'organiser intelligemment, méthodiquement et avec toutes les compétences techniques voulues, car vous ne manquez pas non plus de personnes nombreuses et qualifiées, pleinement qualifiées, à l'égal de n'importe lequel des pays les plus puissants sur le plan économique. Vous avez tout pour que cela puisse se faire. Et au fond, vous ne vous aimerez entre vous que dans la mesure où ensemble vous aimerez ceux parmi vous qui souffrent. C'est cela que je voudrais dire. Et quand je dis c'est une grande mission, cela signifie non seulement que cette génération va décider selon qu'elle se consacrera ou pas à cela élémentairement, tout le reste des responsabilités politiques pouvant ensuite sainement être assumées parce qu'un climat aura été créé à partir de cet amour et de cette action de base. Donc cette mission, elle est non seulement celle pour cette jeunesse de sauver sa patrie, mais bien plus, elle est, en sauvant sa patrie, non seulement de sauvegarder pour chacun des membres de cette patrie ce qu'il a de plus précieux au monde, d'une certaine manière de vivre, mais cette mission, elle est plus grande, car dans la mesure où cela sera réalisé, ce sera comme une espérance et une démonstration des solutions véritables, valables pour l'univers tout entier. Car au fond, à l'échelle du monde tout entier, c'est le même problème qui se pose. Le problème de se retrouver, en dépit des divergences fluctuantes qui séparent les groupes humains, de se retrouver ce que l'on a de commun. Au fond, cette langue commune de l'homme, dont je le crois de plus en plus, plus je vis, l'unique mot universel et fondamentale, la clé d'une langue intérieure commune à tous les humains, qui est ser premier le plus souffrant. Au fond, l'humanité, elle est beaucoup plus, en vérité, profondément divisée selon qu'elle adopte follement la loi monstrueuse et idolâtre du ser premier le plus puissant, ou selon qu'elle adopte la loi féconde, la loi de vie de toute société qui est ser premier le plus souffrant. Et si le Liban est capable de se sauver lui-même parce qu'il sert premier avec l'unanimité de ses volontaires les plus souffrants, il fera la démonstration pour le monde de la joie qui peut exister quand on se regroupe dans cette volonté-là.
il y aurait bien des choses à dire, en particulier ceci également que je voudrais dire à la jeunesse de ce pays privilégié à certains égards du Liban. Je voudrais lui dire, vous êtes un pays qui a cette chance de n'avoir pas la nécessité, comme tant d'autres pays qui en sont accablés, d'organiser la conscription obligatoire pour un service militaire de la jeunesse. C'est une chance, oui, mais d'une certaine manière, prenez garde que cela ne tourne pas à une sorte de désavantage, car certes, ce n'est pas d'une grande valeur d'élévation humaine et morale, le service militaire, mais dans un pays qui n'a pas ce service, qui n'a pas cette obligation imposée dans la jeunesse, au moment où l'on est tout dans la fougue et dans le désir d'accomplir sa vie, qui n'a pas cette obligation de donner gratuitement 1 ou 2 années de soi-même pour quelque chose de beaucoup plus vaste que ses intérêts immédiats, alors il y a un risque quand il n'y a pas cela. C'est le risque que, au fond, on s'éparpille et on se polarise sur soi-même en n'ayant pas assez d'expérience d'une certaine abnégation. Et il faut saisir alors la chance qui est offerte quand il n'y a pas la nécessité de la conscription du service militaire obligatoire pour organiser une sorte de volontariat de service pour la guerre à la misère. En étant prêt à donner librement et volontairement 1 année, 2 années gratuites de son travail, de sa vie, après avoir terminé ses études et sa formation d'homme, et avant de fonder son foyer, et avant de gagner sa vie et de faire ses affaires, mais être prêt à donner avec générosité le temps équivalent à celui que d'autres jeunesses donnent pour la défense de leur patrie, donner ce temps pour une défense bien plus efficace, bien supérieure, qui est la défense de la patrie par la lutte contre les misères qui sont au sein de cette patrie. Oh, combien je voudrais voir dans votre pays cela se réaliser, et se réaliser au-dessus des communautés, c'est-à-dire par une rencontre des éléments les plus dynamiques de toutes les communautés, et décidant non pas d'entreprendre telle ou telle action pour leur communauté, mais pour l'unité du Liban, pour la joie de la famille tout entière, les enfants les plus heureux, privilégiés, en meilleure santé, se mobilisant volontairement pour donner gratuitement de leur temps parmi ceux qui souffrent, non pas pour une sorte de paternalisme venant distribuer de l'aumône, mais pour une présence volontaire parmi ceux qui souffrent, afin, travaillant au milieu d'eux, de leur redonner la confiance que leur effort ne sera plus vain et que désormais, eux-mêmes, luttant, aidés par ceux qui viennent parmi eux, conseillés et soutenus par les adultes qui, émus par le volontariat des jeunes, qui viendraient ainsi volontaires pour un temps partager la souffrance de ceux qui souffrent le plus, les adultes et les aînés qui ne manqueront pas d'apporter leur coopération. Alors, ceux qui souffraient et qui désespéraient, ayant le sentiment de l'inanité des efforts qu'ils pourraient tenter pour en sortir, menacés à tout moment d'être rejetés dans leur misère, n'est-ce pas, qu'ils reprennent confiance en eux, confiance dans une capacité d'efficacité de leur effort. Et alors c'est un sursaut de toute la vitalité la plus profonde du pays qui pourra s'accomplir. Mais que cela s'accomplisse par des volontaires bien sûr appartenant à des communautés, car c'est pas avec des indifférents, avec des gens sans engagement et sans don d'eux-mêmes sur les autres plans et sans éducation que cela pourra se faire. Mais au-delà des appartenances de chacune des communautés, qu'il soit possible de ensemble décider de s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler les chantiers de l'homme et les chantiers de l'homme du Liban et de l'unité du Liban. C'est là une tâche merveilleuse qui est là devant ce pays. S'il est capable de l'accomplir, il survivra, et il survivra avec une joie merveilleuse. Et encore une fois, il portera un message pour le reste du monde. Puissent demain les chantiers du Liban, les chantiers du service de l'homme au Liban, être un exemple, mais qu'on ne tarde pas,
pas, car cela doit être fait vite. Les événements du monde ne laissent pas de temps à perdre. Enfin, peut-être est-il utile d'indiquer qu'on ne s'y trompe pas. Cela, pour être pleinement efficace, il ne faut pas attendre que ça soit une initiative de l'État. Il faut que ce soit une initiative spontanée venant des profondes énergies intérieures à la nation et bien sûr s'adressant à l'État pour que l'État donne toutes les aides à sa disposition, mais que ça ne soit pas un budget supplémentaire de l'État. Cela doit pouvoir être accompli par l'initiative spontanée et recourant simplement à l'État pour obtenir de lui les appuis, les aides, les conseillers techniques éventuellement, certaines garanties financières peut-être pour certains travaux qui seraient accomplis pour le bien commun et qui seraient financés par l'initiative privée, mais à quoi l'État pourrait apporter une certaine caution et garantie à examiner par les gens qualifiés. Mais qu'on ne croit pas que c'est de l'État que cela doit venir, ce n'est pas vrai, ou alors que l'on demande la dictature et le système totalitaire avec, on les connaît que trop, hélas, tous les inconvénients par lesquels on paye si cruellement d'ordinaire dans ces régimes, l'efficacité, le surcroît d'efficacité, de promptitude que le système peut donner. Mais si l'on ne veut pas désespérer de la liberté, si l'on veut un État qui soit le gouvernement d'un peuple libre, encore faut-il que ce peuple libre soit actif, soit agissant. L'État ne peut rien, à moins sur un corps inerte, à moins de recourir au coup de trick. Si l'on veut un État libre sur un peuple libre, il faut que ce soit un peuple dynamique, dont l'État orientera les énergies en respectant leur autonomie et leur personnalité. Voilà tout ce qui me remplit le cœur au moment de vous quitter pour poursuivre cette tâche. Ce que je peux vous dire, c'est que, au fond, cela me frappe de plus en plus. En quelques lieux du monde et dans quelques sortes de peuples que l'on passe, que l'on se trouve, quand on l'approche de près, que ce soit un peuple le plus prospère, que ce soit le peuple apparemment le plus unifié, que ce soit des peuples qui sont en développement et qui sortent de longs siècles de sous-développement, que ce soit des peuples composés de communautés diverses, au fond, on retrouve toujours et partout la même question absolument primaire qui domine toute réalité humaine, c'est de plus en plus évident pour mon âme, qui est ceci, n'est-ce pas, est-ce que l'on est capable de redécouvrir cette loi des lois et cette loi de vie de toute société qui est c'est la misère qui juge, c'est la misère qui sauve ou qui condamne selon qu'on se mobilise pour la secourir ou qu'on la laisse traîner en remettant toujours à plus tard, selon qu'on démissionne en abandonnant à des œuvres qui au fond n'engagent chacun que par quelques quêtes périodiques, mais n'engagent pas la généralité de la jeunesse dans un sacrifice et un don de soi-même, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'au contraire on se voue passionnément à cette guerre à la misère? En réalité, la prospérité profonde de la vitalité d'un peuple, elle est essentiellement liée à cela, selon que l'on sert premier le plus puissant, et alors on en crève, ou que l'on sert premier le plus souffrant, et alors on s'aime, et on est heureux. J'ai un grand espoir que la richesse d'âme et la générosité du Liban saura avec ténacité faire pour le monde tout entier la preuve qu'il y a là un chemin. Mon père, avant de nous quitter, allez-vous nous annoncer la création au Liban des compagnons d'Emmaüs? Mais sûrement pas,
car jamais cela ne se passe ainsi. Quand quelque chose naît dans un pays quelconque, c'est pas ni moi ni mes amis qui pouvons l'annoncer, on nous l'annonce. C'est-à-dire que ce sont les volontaires qui se groupent et qui trouvent la formule qui convient, qui ne s'appelle pas forcément Emmaüs, qui peut avoir des formes adaptées fort diverses, mais qui un beau jour nous écrivent en disant mais voilà, on fait ça et on serait content de coopérer, de pouvoir échanger des volontaires ou d'avoir sur tel ou tel point des indications sur la manière dont chez vous, dans tel autre pays, on se débrouille. Bref, il y a une coordination, une mise en commun des expériences, mais jamais dans aucun pays, ça n'est quelqu'un de l'extérieur qui ne fait exister quelque chose d'aussi qui doit être aussi spontanément jailli de la réalité pour que ça soit valable. Au fond, on me pose souvent, comme vous le faites, cette question, allez-vous fonder quelque chose? Sûrement pas. C'est à vous de le faire. Et c'est vous qui me direz si vous le faites. J'ai d'ailleurs bon espoir par le grand nombre de jeunes de tous les groupes qui ont montré tant d'intérêt pendant ces semaines et qui m'ont harcelé de leurs questions. J'ai grand espoir que la rencontre se fera entre eux, représentants des diverses communautés, et que bientôt on saura qu'il y a des chantiers de l'homme au Liban. Ce sera une grande joie, mais c'est pas moi qui vous l'annoncerai, c'est vous qui me donnerez cette joie en me l'annonçant. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Mais après le Liban, vous rentrez en France. Pouvez-vous nous dire quelle va être exactement vos prochaines activités, plutôt la visite de quel pays vous proposez-vous de faire en quittant bientôt la France? Oh, il est difficile que je vous le dise d'une manière précise parce que, comme je vous le disais, cela fait bien des semaines que j'ai quitté Paris et je vais trouver ce soir en arrivant beaucoup de courriers et c'est en fonction de ce courrier que je organiserai d'une manière précise les prochaines activités. J'espère qu'il sera possible que j'ai assez de temps pour pouvoir mettre au clair les notes, les documents de films, d'enregistrements que j'ai pu rapporter beaucoup des Indes et aussi de votre pays. Et que je pourrais rédiger les notes qui peuvent être utiles. Oui. Et puis la santé n'est pas très très solide. Il faut que je veille à des temps de repos que le médecin m'impose entre des moments qui sont toujours de grand travail comme ceux que j'ai vécu ces semaines. Eh bien, il ne nous reste plus, mon père, qu'à vous souhaiter non seulement un bon voyage, mais notre plus grand désir est de vous revoir un jour parmi nous.